Aujourd'hui, nous allons apprendre à décrire un tableau ou une image en utilisant le vocabulaire de l'analyse de l'image. Donc tout d'abord, j'identifie l'œuvre. Je regarde le nom du peintre, la date, le titre de l'œuvre, la nature de l'œuvre, si c'est une photographie, si c'est un tableau, parfois on a des précisions si c'est une aquarelle ou autre. Ensuite, je passe à la phase de description. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est un portrait? Est-ce que c'est une scène particulière de chasse, de la Bible, une scène historique ou autre? Et donc c'est pour ça que je passe à ce qu'on appelle la description globale. Je peux aussi m'attarder à regarder les dimensions de l'œuvre. Parce que à l'époque, les grandes œuvres étaient réservées pour les scènes bibliques ou les scènes historiques. Ensuite, je peux observer la construction de mon image. Est-ce que c'est un plan d'ensemble, un plan général? Est-ce qu'il s'agit d'un plan moyen? C'est quand le personnage est représenté des pieds à la tête. Est-ce qu'il s'agit de ce qu'on va appeler un plan américain? C'est quand le personnage est montré de la tête jusqu'à mi-cuisse comme ça? Ou est-ce qu'il s'agit d'un gros plan? On peut parfois aussi avoir comme ça un gros plan sur une partie du visage ou d'ailleurs une autre partie du corps. Après, je vais regarder les couleurs et la lumière. Je vais voir s'il s'agit de couleurs chaudes. Les couleurs chaudes, ça va être le jaune, le rouge, le orange. Ou des couleurs froides, plutôt le bleu, le noir. Et ensuite, je vais observer si dans mon image, il y a des contrastes. S'il y a ce qu'on peut appeler aussi parfois du clair-obscur. S'il y a des endroits qui sont plus éclairés que d'autres. Souvent, c'est pour mettre en lumière quelque chose. C'est vraiment pour insister sur un visage ou sur une partie peut-être d'une pièce. Et puis, je peux aussi me demander si la luminosité ou si les couleurs apportent de l'harmonie. Après, je peux aussi regarder la symbolique des couleurs. J'ai mis attention. La symbolique des couleurs, on a déjà vu ce terme de symbolique qui veut dire un peu comme une petite métaphore. Par exemple, le rouge qui peut représenter la violence. Mais je dis attention parce que parfois c'est un peu des raccourcis qui sont pas très heureux. C'est-à-dire que on peut vite dire ah oui le rouge c'est l'amour. Oui mais c'est l'amour mais c'est aussi la violence, c'est aussi la passion. En fait tout va dépendre du contexte. Hein. Pas toujours dire ah oui là c'est noir c'est la mort. On va faire attention avec ces interprétations un peu rapides. Mais parfois c'est juste. Donc on peut voir si les couleurs justement n'apportent pas quelque chose en termes de symbolique. Et enfin, une fois que j'ai fait tout ça, je peux passer à mon interprétation. J'essaye de voir quel est le sens de l'image, quel est le but de cette image. Est-ce que cette image a une vocation descriptive? Est-ce qu'elle est là pour montrer seulement quelque chose? Est-ce qu'elle est là pour défendre un point de vue? Donc, on va dire, est-ce que c'est argumentatif? Est-ce que c'est esthétique? Est-ce que c'est là pour montrer une technique particulière? Ou est-ce que éventuellement c'est là aussi pour créer une émotion? À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau la reproduction d'un tableau que tu connais sans doute, qui s'appelle La liberté guidant le peuple et que l'on retrouve souvent dans les livres d'histoire ou dans les livres de français. Donc il n'est pas en intégralité, j'ai pas réussi à l'imprimer intégralement. Il faut savoir qu'ici il y a des cadavres, plus ou moins, des gens qui sont à terre. Le titre de cette œuvre, c'est La liberté guidant le peuple. L'auteur est Eugène Delacroix. Il est né en 1798 et il est mort en 1863. La date de création de l'œuvre, c'est 1830. La nature de cette œuvre, c'est une huile sur toile. J'ai précisé les dimensions, 260 sur 325 cm. Et le lieu de conservation, c'est le musée du Louvre à Paris. Beaucoup des tableaux que l'on va voir dans les manuels sont conservés au Louvre ou à Orsay. Je t'invite bien évidemment, dès que tu le peux, à aller visiter ces musées qui sont vraiment, qui regorgent de tableaux magnifiques qui peuvent provoquer des émotions formidables et qui surtout permettent de voir en réel ce qu'on voit souvent sur du papier dans les manuels. Parce que voir Guernica par exemple au musée de la Reine Sofia à Madrid, c'est se rendre compte de la taille immense du tableau et donc l'impact n'est pas le même que quand on le voit en tout petit dans un manuel. J'ai mis au tableau quelques questions concernant justement ce tableau. Donc selon toi, quand est-ce que la scène se passe? Est-ce que ça se passe lors
de la Révolution française. Lors de la Révolution de juillet, donc ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, ou lors de la Commune, qui se passe en 1870-1871. Il s'agit ici de la Révolution de juillet et la date de création de l'œuvre nous donne quand même un indice. La taille de ce tableau, selon toi, c'est un grand tableau ou un petit tableau? C'est un très grand tableau, justement. 2,60 m sur 3,25 m. Quand on est face à ce tableau, on est subjugué vraiment, on est happé par ce côté majestueux quand même de l'œuvre. Hein. On est tout petit face à ça. La thématique de cette toile, c'est les émeutes ou les combats, ou plutôt une scène de liesse, c'est-à-dire la joie et une célébration. Je suis ici sur des émeutes, des combats, je le vois bien ici comme un champ lexical dans un texte. Là, ici, j'ai la présence des armes. Je le disais tout à l'heure, il y a des cadavres qui jonchent le sol. Évidemment, on est sur une scène violente en fait. Hein. Au premier plan, qu'est-ce que je vois? Le drapeau, l'homme à terre, là, les cadavres ou la fumée? Alors, est-ce que j'ai de la fumée aussi? Bah oui, au premier plan, hop, ce sont les cadavres, c'est ce qui se passe ici, le premier plan. Au second plan, qui je vois là? Est-ce que c'est la présidente, une femme de la rue ou ce qu'on a appelé la liberté Marianne? C'est la liberté qui est personnifiée par Marianne et le titre vient ici nous donner quand même un indice. Le jeune garçon que je vois ici, selon toi, il symbolise l'innocence des enfants ou alors il va montrer la révolte de la jeunesse? Cet enfant, il a deux armes à la main et donc il montre effectivement que la jeunesse est elle aussi révoltée. Il fait évidemment penser au personnage de Gavroche qui sera utilisé un peu plus tard par Victor Hugo dans Les Misérables. À l'arrière-plan, je vois Notre-Dame ou la Tour Eiffel, ce qui vient du coup situer l'action à Paris bien évidemment. En fait, c'est ici l'arrière-plan. Alors on voit peut-être pas très bien, mais on voit deux tours. Et donc ces deux tours, eh bien c'est Notre-Dame. Là ici, on voit bien que la révolte, elle est symbolisée par le bonnet phrygien qui était porté pendant la Révolution, que cette femme, elle est montrée un peu comme une déesse, d'où sa nudité, hein, et que cette femme, du coup, selon toi, c'est quoi? C'est une métaphore de la liberté, une comparaison de la liberté ou une allégorie de la liberté? Là, ici, on est sur des figures de style qui s'utilisent à l'écrit, mais qui peuvent aussi se traduire sur des images. Là, hop, si tu me dis que c'est une métaphore, c'est pas faux. Mais on va être un peu plus précis. C'est une allégorie. L'allégorie, en termes de figure de style, c'est rendre concret quelque chose d'abstrait. La liberté, c'est abstrait. On peut pas la toucher. Et là, cette femme, eh bien, elle incarne du coup cette liberté. Et c'est typiquement ce genre de figure de style, l'allégorie. C'est comme la paix qui est symbolisée dans une colombe. Ça aussi, c'est une allégorie visuelle. Donc pour terminer, ici, sur ce tableau, on voit des ouvriers. Je vois ici par exemple le monsieur avec la casquette, on devine tout de suite que c'est le monde ouvrier. Des enfants avec celui-là, des bourgeois, le monsieur qui est ici avec le chapeau haute forme. Eh bien, en fait, il symbolise ces trois personnages, le fait que ce soit tout Paris et donc tous les Français, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient du monde ouvrier ou qu'ils soient bourgeois, qui tous ensemble vont adhérer contre le pouvoir autoritaire. Donc ça montre bien l'unité du peuple français guidé par cette liberté. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.